Depuis fin 2009, les ampoules électriques à incandescence ne sont plus disponibles, et cela pour des raisons évidentes d'économie d'énergie. À première vue, cela paraît simple et évident. Mais est-ce vraiment le cas? Avec ce petit film, nous allons essayer de faire le tour de la question afin d'y voir un peu plus clair. Ces ampoules à incandescence ou à filament sont remplacées avantageusement, du moins pour ce qui concerne leur consommation, par des ampoules appelées fluocompactes ou à LED. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'ampoule à incandescence, ou plus communément appelée ampoule électrique, a été mise au point par un certain James Bowman Lindsay en 1835. Mais en dehors de ce prototype, il ne donna aucune suite à son projet, ne le développa pas plus loin et ne protégea même pas son invention. De même, un certain Joseph Swan, qui lui non plus ne donna aucune suite à un projet identique. Or, le 23 septembre 1879, Thomas Edison, auquel on attribue la paternité de cette invention, a probablement, vu sa remarquable intelligence et ses connaissances en chimie et en électricité, compris l'importance d'une telle découverte, à tel point qu'aujourd'hui, 330 millions d'ampoules se vendent chaque année et la consommation annuelle d'électricité pour l'éclairage d'un ménage se situe aux alentours de 500 000 watts ou 500 kilowatts. Eh oui, cela vous paraît énorme? Eh bien non, cela représente moins de 1,4 kW par jour, soit 57 watts en une heure. Ceci représente malgré tout 15% en moyenne de votre facture d'électricité. En France, cette consommation a triplé en un peu plus de 20 ans. Mais tout d'abord, comment fonctionnent toutes ces ampoules? Pour le savoir, nous allons procéder chronologiquement en partant du tout début et des premiers tâtonnements. Avec l'avènement de l'électricité, il y avait longtemps que tous ces expérimentateurs avaient remarqué que le fait de faire passer un courant dans un fil électrique ou, par exemple, faire fonctionner un moteur pouvait provoquer l'échauffement de ce fil si le courant dépassait une certaine intensité, c'est-à-dire si on demandait une certaine puissance. Si l'on continuait à augmenter ce courant, ce fil pouvait atteindre des températures pouvant faire rougir celui-ci, voire le faire fondre. Évidemment, ces expérimentateurs étaient par définition des personnes très curieuses. Ils avaient observé une augmentation de la luminosité au niveau du fil, d'où l'idée d'appliquer ce phénomène à un éventuel système d'éclairage. Mais voilà, il y avait un problème. Pour atteindre une luminosité en tant soit peu suffisante, il fallait pratiquement atteindre le point de fusion du fil, ce qui ne permettait qu'une durée de vie très courte. Or, la question était la suivante. Qu'est-ce qui provoque la destruction de ce fil? Eh bien, tout simplement le fait qu'il y a de l'oxygène dans l'air. Celui-ci provoque invariablement la combustion du métal. Donc, logiquement, comme disait un de mes chefs, s'il y a un problème, il doit y avoir une solution. S'il n'y a pas de solution, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas précis, il y avait effectivement un problème et même une solution. Puisqu'il suffisait tout simplement de faire disparaître l'oxygène et le tour était joué. Mais voilà, comment faire? Eh bien, la solution la plus évidente consistait à isoler ce fameux fil, que nous appellerons dorénavant filament, et pour ce faire, le mettre sous cloche et enlever tout simplement l'air contenu dans celle-ci, ou comme on dit, faire le vide avec une pompe, et cela a marché. Qui plus est, l'utilisation d'un filament en tungstène avec un point de fusion de 3402 degrés Celsius a permis de fabriquer des ampoules de plus en plus puissantes et de plus en plus lumineuses. Il est également intéressant de savoir que les électrons qui circulent dans un filament avec un mouvement de va-et-vient dû aux variations de notre courant alternatif, avec une périodicité de 50 variations par seconde, provoquent au niveau d'une ampoule standard de 75 watts le déplacement instantané de plus de 2 milliards d'électrons, soit un 2 suivi de 18 zéros,
et tout ça pour échauffer la matière. Mais voilà, la mariée, ou plutôt la lumière était trop belle. En y regardant de plus près, il est apparu que la consommation d'énergie par ce type d'ampoule était largement disproportionnée par rapport au dégagement de lumière, puisqu'uniquement 5% de cette énergie était convertie en lumière et 95% restant était transformé en chaleur. Vous me direz, en hiver, cela remplace le chauffage, donc le mal est moindre. Malgré cela, n'ayant apparemment rien de mieux à proposer, ce type de lampe électrique a été l'unique source de lumière artificielle et cela pendant une bonne centaine d'années. Parallèlement, en 1895, Thomas Edison, donc toujours précurseur en la matière, avait quant à lui mis au point un autre type d'ampoule basé sur le principe de la fluorescence dans un tube dont la surface interne était recouverte d'une couche de tungstate de calcium et qui permettait de convertir une partie des rayons X produits dans une ampoule à décharge en lumière visible et avec un rendement supérieur aux ampoules à filaments. Mais malgré l'avantage évident de ce type de lampe, il faudra attendre 1927 pour voir les premiers prototypes et les débuts de l'après-guerre 1945 pour leur commercialisation. L'avantage de ce tube fluorescent, tube puisqu'il était formé non plus d'une sphère mais d'un tube d'une longueur pour les tubes standards de 60 cm pour les ampoules 20 watts et de 1,20 m pour les lampes de 40 watts, était une substantielle économie d'énergie avec un rendement amélioré d'un facteur de 1 à 3, soit une consommation de 25 watts pour un rendement équivalent à une ampoule à incandescence de 75 watts. Mais voilà, comme dans la majorité des améliorations, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Premier inconvénient, la complexité de la lampe et de son support, qui d'une simple ampoule en verre avec un culot métallique et un filament en tungstène, passe à un tube encombrant, composé en interne de 2 filaments, d'une couche de fluor sur les parois internes et de mercure d'une part, et d'autre part une complexité accrue du support qui passe d'une simple douille en métal et porcelaine à un système composé d'un long boîtier métallique, d'une douille à chaque extrémité, d'une bobine couplée à un système de starter permettant de générer une surtension à l'allumage et d'un condensateur permettant de corriger le décalage de phase provoqué par la bobine. Ceci engendrant évidemment un surcoût important lors de l'achat d'un tel système. Mais ce surcoût n'est qu'apparent, puisqu'à l'usage, le bénéfice est évident si l'on compare la consommation et la durée de vie d'un tel système. Celle-ci peut être pour une ampoule à incandescence de 1 an, alors que celle d'un tube fluorescent peut facilement atteindre 5 à 10 ans, selon l'usage, avec malgré tout le fait que les allumages répétitifs sont plus préjudiciables aux tubes fluorescents qu'aux ampoules à incandescence. Il y a également l'inconvénient de ce que l'on appelle la température de couleur. Sachant que l'œil est surtout sensible à la lumière qui tend vers le jaune, le spectre de couleur d'une ampoule à incandescence étant de 3200 degrés Kelvin, est plus proche de la sensibilité de l'œil et de la couleur du soleil, alors que le tube fluorescent se situe plutôt dans les couleurs vertes et bleutées, avec en plus un effet de papillotement dû à la variation du courant de 50 fois par seconde, ce qui n'est pas visible avec une ampoule à incandescence, étant donné l'inertie thermique de son filament, celui-ci n'ayant pas le temps de s'éteindre entre 2 variations. Pour corriger le problème de couleur, il existe néanmoins sur le marché des tubes, dits blanc industrie et blanc soleil. Si l'on utilise dans une même pièce à vivre un seul tube, il est conseillé d'utiliser le modèle blanc soleil. Par contre, si l'on utilise plusieurs tubes, il est conseillé de mélanger les 2 types de tubes à valeur égale. De plus, contrairement à la lampe à incandescence, un tel circuit provoque obligatoirement des champs magnétiques et du fait des décharges provoque également des parasites, surtout audibles à l'écoute de radio en petites et grandes ondes à proximité d'un tel éclairage, avec de surcroît la circulation de parasites au niveau de l'installation électrique, ce qui en cas d'utilisation de systèmes de transmission par le secteur de données numériques, genre CPL pour Internet, peut au mieux ralentir le débit, voire bloquer la communication. Et ce n'est pas tout. Un dernier inconvénient réside dans le fait que,
Vu la complexité et le nombre de composants utilisés, il est impératif de procéder au recyclage de ces tubes et de leurs supports afin d'éviter d'une part la pollution par le mercure, en moyenne 3 mg par lampe, et d'autre part de récupérer un maximum de matière recyclable. Un dernier mot sur les ampoules à incandescence. Il existe depuis quelques décennies une ultime version de lampe de ce type que l'on appelle lampe halogène, puisque contenant un gaz avec la particularité d'une légère amélioration du rendement, 20 à 30% pour la luminosité. Un volume plus restreint, une lumière proche de celle du soleil, ce qui la rend très utile pour les travaux minutieux et la lecture. Une durée de vie plus importante, 2000 à 4000 heures, mais par contre un coût plus élevé. Pour revenir aux lampes fluorescentes, avec les améliorations des 30 dernières années, le rendement a pu être augmenté, puisque en comparaison avec une ampoule à filament, pour la même luminosité, celle-ci consomme 4 fois moins d'électricité, de même que l'encombrement, puisqu'il existe maintenant des lampes dites fluocompactes, basées sur le même principe que les tubes fluorescents, mais avec l'avantage du format ampoule, compatible avec les douilles des anciennes ampoules à incandescence, avec néanmoins et comme toujours quelques inconvénients, comme par exemple le prix, le temps d'éclairement optimal à l'allumage qui pour certaines de ces lampes peuvent atteindre plusieurs minutes, et comme pour les tubes fluorescents, la génération de champs magnétiques et de parasites. D'ailleurs, pour ces raisons, il est déconseillé d'utiliser ce type d'ampoule dans les lampes de bureau et les lampes de chevet. Malgré cela, il est évident que le coût à long terme de ces lampes se révèle très avantageux, puisque malgré le prix d'achat plus élevé, mais étant donné la durée de vie et l'économie d'énergie réalisée, l'intérêt est évident. Toutefois, pour ce qui est du recyclage, celui-ci est encore plus complexe que les tubes fluorescents standards, puisque tout le système de démarrage et de décharge, vu la compacité de ces ampoules, se trouvant dans un volume très réduit, il a fallu remplacer le système bobine starter condensateur par un système électronique plus performant, mais aussi plus compliqué, qui en plus est composé de semi-conducteurs de puissance pouvant contenir de l'arsenic en plus du fluor et du mercure. Mais toute cette gamme de lampes fluorescentes ou lampes basse consommation, ou FLC pour lampes fluocompactes, aussi efficaces qu'elles paraissent, risquent à court terme d'être supplantées par le dernier né de la technologie des semi-conducteurs, dont les performances s'améliorent sans cesse. En effet, cette nouvelle génération de lampes sous le nom de LED, c'est-à-dire diode électroluminescente, bien que commercialisée depuis 1962, mais inutilisable à l'époque comme source d'éclairage du fait de sa faible luminosité et ses couleurs exclusivement rouge, verte ou jaune, celle-ci était réservée à la signalisation. Mais depuis la fin des années 80, avec l'apparition des LED bleus, celles-ci ont permis de synthétiser la lumière blanche et l'augmentation importante de la luminosité et le groupement de plusieurs de ces diodes dans une même ampoule permet aujourd'hui d'atteindre des luminosités équivalentes à des ampoules à incandescence de 1000 watts avec une consommation 10 fois plus faible, une durée de vie très grande et pratiquement pas de dégagement de chaleur. C'est bien connu, ce qui chauffe se détériore beaucoup plus vite. D'après les constructeurs de ces lampes, leur durée de vie pourrait atteindre 100 000 heures, ce qui représenterait plus de 11 ans de fonctionnement pour une utilisation de 24 heures sur 24, ou plus de 35 ans pour une utilisation à raison de 8 heures par jour. Évidemment, comme pour les lampes fluocompactes, se pose également le problème du recyclage, puisque celles-ci contiennent également un circuit électronique complexe qui est nécessaire pour abaisser la tension, ces LED fonctionnant avec des tensions de quelques volts seulement. D'ailleurs, une première génération de ces lampes avec groupement de LED en série devait éviter un circuit trop complexe, mais il s'est avéré que ce système n'était pas très pratique car il suffisait que l'une de ces LED tombe en panne pour que l'ensemble ne soit plus opérationnel. De plus, étant donné que ces diodes contiennent de l'arsenic, il n'est évidemment pas question de les retrouver dans la nature. En définitive, l'idéal consiste dans la fabrication de lampes à LED uniques et assez puissantes afin de réduire le coût et l'encombrement. Pour l'anecdote, il existe en Californie, plus précisément dans la ville de Livermore,
une caserne de pompiers dans laquelle une ampoule électrique est en service depuis 1901 sans discontinuer, vous entendez bien. Ce qui tient d'ailleurs du miracle, quoique dans les années 20, la durée moyenne d'une ampoule électrique dépassait les 2500 heures, ce qui pour un éclairage normal représentait en gros un peu plus de 2 ans d'utilisation. Et de plus, le progrès étant constant, cette durée devait inévitablement progresser à tel point qu'un brevet avait été déposé pour une ampoule qui devait tenir 100 000 heures ou en gros 35 ans d'utilisation. Or, ceci n'arrangeait évidemment pas les industriels et c'est en 1924 qu'une instance avait décidé de faire ramener cette durée à 1500 voire 1000 heures, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui l'obsolescence programmée. Il est à espérer que, vu la longévité de nos futures lampes à LED, celles-ci ne subissent pas le même sort, ce qui limiterait évidemment l'attrait et surtout serait préjudiciable pour l'environnement et les ressources, ce qui n'était évidemment pas à l'ordre du jour dans les années 20.